Frank Torgman travaille tous les jours dans son atelier parisien. C'est là que tout a débuté, il y a 25 ans. Il commence par travailler le métal. Il apprend tout seul les techniques de sculpture. Puis, il découvre le plexiglas, sa transparence et les reflets de lumière qui le traversent. Une matière rarement utilisée par les sculpteurs, mais qui est aujourd'hui l'une de ses marques de fabrique. Il crée des œuvres poétiques et énigmatiques, où les instruments de musique tiennent une place majeure. Des violons enveloppés de leurs écrins de lumière comme figés dans le temps et l'histoire des hommes. La photographie et la peinture, des œuvres tout aussi sensibles, abstraites, l'importance de l'histoire, de la mémoire et l'espérance jamais perdue sont ses thèmes de prédilection. Ce sont des œuvres aériennes et lumineuses où le métal, les violons ou les chanoukiot font naître l'émotion et les questionnements. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir un artiste dans le monde juif ou un artiste qui décrit le judaïsme, c'est rare. Il est un artiste complet, sculpteur, peintre, photographe. Ses œuvres sont exposées dans le monde entier. Avec Marc Chagall, il est le seul à être exposé à la Knesset, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Bonjour Frank Torgman. Bonjour. Vous vous présentez souvent comme un artiste juif. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Alors je suis d'abord juif et après artiste. Parce que dans le judaïsme, il y a toutes les valeurs qui me sont chères et que j'essaye de véhiculer à travers mon art. C'est-à-dire l'émotion, la mémoire, la rigueur, l'humanité, l'universalité. Voilà, ce sont vraiment des valeurs qui me tiennent à cœur et on les retrouve principalement dans mes sculptures en plexiglas à base d'instruments de musique, souvent des violons, mais aussi des clarinettes, des trompettes, de petits instruments, parce que l'essence de ces sculptures, en fait, c'est les instruments du voyage des peuples qui n'ont... des instruments de l'errance des peuples qui pendant longtemps n'ont pas eu de patrie. Et c'est quelque chose qui me touche profondément et que j'ai vraiment envie de partager. Toutes vos œuvres sont liées à la culture, le cinéma, la musique. Qu'est-ce que ça a pour vous comme symbole, la culture aujourd'hui, et notamment encore plus après le 7 octobre ? Est-ce que pour vous, la culture est un moyen, humble bien sûr, de réparer, d'unir, de rassembler ? Il n'y a que la culture et peut-être l'art, probablement l'art a sa part extrêmement importante, mais il n'y a que la culture qui pourra sauver le monde. Il n'y a pas autre chose. Le judaïsme, peut-être, certainement. Souhaitons. C'est un épanouissement de votre identité, ce que vous faites chaque jour, ou une envie de comprendre à travers le fait que vous puissiez vous attarder sur un instrument, sur un film, sur une note de musique. C'est l'envie de créer des émotions. C'est l'envie de partager, quel que soit dans le monde, un boulanger, un directeur de banque, un trader réagit devant une peinture, devant une sculpture, devant une photo. Et c'est très important. Alors après, chacun son histoire. Chacun son histoire, ça plaît pas, ça réagit. Mais le but, c'est de faire passer un message. Et si ça peut être une prise de conscience, l'opération est réussie. Pour vous, comme pour la personne, c'est-à-dire qu'en fait, de faire de l'art, c'est quelque chose qui... À partir du moment où la sculpture sort de l'atelier, elle ne m'appartient plus. Elle ne m'appartient plus. J'ai fait mon travail, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai envie qu'on revienne sur votre parcours d'artiste. Votre parcours d'artiste commence par une rencontre. Laquelle ?
Alors c'est une rencontre en 1992 complètement fortuite à Nice avec César. Avec César que j'ai croisé dans une galerie d'art. On s'est mis à parler machinalement, il m'a expliqué son travail. J'ai eu un vrai coup de cœur et ça a été comme un détonateur. Et c'est là où j'ai décidé de changer de vie. Mais auparavant, déjà, j'ai une maman qui adorait l'art et qui, à l'époque, me traînait un peu dans les musées, les expos, les galeries d'art et qui a créé chez moi une vraie sensibilité. Un peu plus tard, j'ai un de mes meilleurs amis, il va se reconnaître, qui s'appelle Jacques, qui m'a plus éduqué à l'art et qui m'a cultivé et qui m'a donné l'envie... C'est quoi pour les gens qui connaissent pas et qui vous connaissent pas le type d'œuvre que vous produisez? Alors je travaille sur plein de médiums. J'ai mes sculptures en plexiglas à base d'instruments de musique qui relatent la mémoire, la transmission. Je travaille sur des matériaux comme le bronze, le laiton, l'acier. Je fais de la photographie et j'adore aussi les peintures et les encres de Chine abstraites. Ça, c'est vraiment un truc que je pratique avec beaucoup de plaisir. On vous sent très ancré dans votre identité et c'est, je pense, capital pour un artiste. Est-ce que c'est pour cette raison-là que le violon revient très souvent Mais le violon, c'est l'instrument de l'errance, ça a une connotation particulière chez moi. C'est l'instrument de prédilection des peuples qui, pendant longtemps, n'ont pas eu de patrie. Yehudi Menuhin a appris le violon, il aurait pu jouer du piano, hein, mais c'était simplement plus facile à transporter. Hein. Voilà. Après, quand j'incorpore cet instrument dans mes sculptures, dans mes feuilles de plexiglas, qui est une manière complètement magique, qui dégage une lumière, qui met en valeur mon travail, mais qui met surtout en valeur l'objet, c'est comme un signal d'alerte. C'est surtout que ça recommence pas. Est-ce que c'est une manière de aussi rendre éternel? Ah mais c'est ça, c'est immortalisé. Le plexiglas pour moi est une matière de l'immortalité, c'est figé dans le temps et ça bougera plus. Et ça le message est clair, c'est un message d'émotion et un message de prudence aussi. Attention, il y a aussi une prise de conscience derrière. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos nouvelles sculptures, parce que forcément, un artiste, quel que soit... Les sculptures abstraites à base de laiton, c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur, que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans. L'abstraction est quelque chose de très compliqué. Souvent, ça paraît très simple aux yeux des amateurs, mais il faut déjà déterminer à quel moment la sculpture ou la peinture abstraite est terminée. Et ça, c'est un vrai challenge. C'est presque la sculpture ou la peinture qui vous dit « maintenant stop, arrête-toi ». C'est quoi? C'est un déclic? On a le sentiment d'avoir fait le tour, par exemple, du plexiglas ou de la peinture et tout d'un coup on va vers une autre matière. C'est par rapport à ce qui se passe dans le monde autour de vous? C'est par rapport à ce que vous ressentez? Comment ça se passe? C'est uniquement du sentiment, de l'émotion, de l'énergie. Et puis l'art abstrait a une faculté magique. C'est qu'on peut tout imaginer. Quand je travaille mes peintures abstraites, elles se lisent dans tous les sens. En hauteur, en largeur, à droite, à gauche. De chaque côté, il y a une lecture. C'est assez complexe à réaliser, mais c'est passionnant. C'est passionnant, vraiment. Francis Ford Coppola, qui est un grand cinéaste que j'adore. On est deux. Dit par rapport au temps que la seule façon de passer dans le temps et dans la violence du monde dans lequel on vit, c'est de faire de l'art. On sait que, pour ceux qui vous connaissent et ceux qui vont vous découvrir, vous avez un rapport au temps particulier puisque il y a beaucoup de montres dans certaines de vos œuvres. Alors, il y a des sculptures, effectivement, qui sont faites uniquement à base de montres. Il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup dans le temps. Je suis pas sûr que le temps existe, je suis pas sûr que le temps passe. Peut-être que c'est nous qui passons. Rien que cette réflexion-là m'a interpellé. Elle est aussi présente dans mes sculptures en plexi avec mes instruments. Elle représente le tempo entre les notes. Vos œuvres sont aussi
des objets du culte juif, des cultes juifs, des très belles Hanoukia cachées sous des instruments de musique et pour autant avec... Ça peut être là, c'est ça. Il y a plein de supports qui m'ont servi à réaliser des Hanoukiot, mais il y a quelque chose d'important dans la Hanouka, c'est la lumière. J'ai été interpellé par une flamme qui peut en allumer des centaines sans jamais que son intensité diminue. Et ça, cette multiplication-là, je la trouve complètement magique. Voilà. Avec une bougie, vous pouvez allumer des milliers de bougies sans que la flamme originale ne diminue. Et cette vision de la lumière, je pense qu'elle est presque kabbalistique. Qu'est-ce que vous voulez dans tout ça partager avec les autres? C'est-à-dire qu'on sait qu'un sculpteur ou qu'un artiste comme vous, généralement, il préfère faire que parler. Mais un objet qui se construit, qui s'imagine, qui se pense et qui se transmet, ça a une force particulière, surtout quand elle est la force de son identité. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? La question est difficile. Il y a plein de choses qu'on transmet. La mémoire. Moi, quand je réalise une œuvre, je donne le meilleur de moi-même, quelle que soit la pièce. J'ai fait plusieurs milliers de sculptures. Il y a plusieurs milliers de personnes dans le monde qui en possèdent. J'ai plein de collectionneurs. Je donne le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que quand eux ont acquis ces pièces, on fait aussi un gros sacrifice pour les... Et le plaisir partagé avec des gens qui nous sont inconnus, je trouve que c'est vraiment magique, quoi. Et là, le but est atteint. J'ai une dernière question pour vous. Aujourd'hui, vous qui êtes très fortement attaché par votre identité, c'est ce qui fait votre talent, je pense. Dans la période dans laquelle nous vivons, et après une date fatidique, est-ce que pour donner de l'espoir, votre créativité va ressurgir? Et si oui, par quel genre d'objet? Alors pour être tout à fait franc, après le 7 octobre, j'ai été complètement paralysé. J'ai pas pu travailler pendant plusieurs semaines. J'ai été KO, comme un boxeur. Et puis on peut pas rester comme ça. Donc il y a un moment où j'ai réussi à transcender ce chaos. Et ce chaos m'a rendu plus fort. Je pense meilleur. Il n'y a pas de haine dans tout ce que je dis. Même si quelque part, il y a de la rancœur. Mais ça m'a rendu, je pense, encore meilleur. Je pense que j'étais un bon artiste et que je suis devenu meilleur encore aujourd'hui. Parce qu'il y a une vraie prise de conscience. Mon travail a encore plus de sensibilité qu'avant. Et j'y mets encore plus de force qu'avant. Et plus de volonté. Parce qu'il n'y a que la culture qui pourra sauver le monde. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup Franck Torgman, merci beaucoup pour votre travail, merci beaucoup pour votre implication, merci beaucoup pour la qualité de vos œuvres qui sont jamais anodines et qui sont très très fortes dans ce qu'elles représentent, dans leurs émotions et dans les valeurs du judaïsme. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et prenez soin de vous. À très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.